اهلا وسهلا فيكم. هلا اهلا وسهلا فيكم بالموجودين وباللي عم يتبعونا هلا، لانه نحن لايف. تصور انه جون صار في تكنولوجيا بالبلاد، بطلنا نقدر نحكي ثانكس تو كورونا. يعني تعلمنا تعلمنا انا وياك، كنا دو لوتر جينيراسيون كنا نأيدهم على الورقه والقلم، هلا يحفظوهم غير بغير طريقه. انا طلبت من نديم notre trésorier, mais qui aussi, à ses heures perdues quand il travaille, est un grand expert comptable, un auditeur. Je lui ai dit, on a perdu la boussole, خلاص ما بقى نفهم شيء. كيف بظهر أنا $1000 دولار برجع بفوتهم $300. كيف صار الحساب؟ وين بأيد القصة؟ بشتري غرض مقيده بال 1500 بدفعه بال 9000 10000. كيف بتصير هيدي اللعبة؟ ما خلص، شي بنسعر شي لبناني، شي دولار محلي، شي دولار أجنبي. روح بقى وعمول هالمحاسبة، وروح بعدين فسرها لمين؟ للمالية. هونيك بقى، هونيك بده يقول لك جيب لي ورقة، علما انه ما حدا بيعطينا ورقة بشي، انه ما حدا بالعالم بيعطيك ورقة. واذا زركته كتير بيقول لك ايه 1520. سكر امبارح مصرف لبنان 1520. بقى ضعنا الطاسة. واكيد كلنا بنساله دائما ذات السؤال لنديم، انه في بلدان مثلنا مرقت فيها هايبر انفليشن كيف عملوا وكذا. قال لي روح رح فسر لكم هيدي الهايبر انفليشن كيف بتصير وشو هو، وشو انا رح اعطيكم بعض النصايح. اولا تفهموا البرنسيب، واعطيكم بعض النصايح. رح خلي الكلام لنديم، وانا الاهم من هيك بدي اقول لكم شيء. أربعة الجاي كمان في عنا حلقة حلوة كتير، وبدعي الكل يجوا على الفينانسمون الترناتيف. يعني كيف فينا نمول شركاتنا غير على الطريقة الكلاسيكية، لأنه اللي كان يمول شركاتنا thanks to the government انتهى. يعني إذا في شيء نجحت فيه خطة الحكومة إنه نهيت القطاع المصرفي، نشكرها كتير، كتر خيرها، لو بتحل عنا شوي بتريحنا. دونك كمان جمعة الجاي رح نحكي عن الالترناتيف فاينانسينج، تعوا كمان لازم تحضروها. وفي شيء عم بي هيك كثير، نحن بالار دي سي ال وي ريلي كونسيرن بهذا الموضوع. بس صار فينا نعطي الكلام لاستاذ نديم. ميرسي، بون شانس نديم، علمنا. Merci président. مثل ما تفضل وقال البريزيدون، اليوم موضوع الندوة رح يكون أول شيء الندوة رح تكون بالفرنساوي parce que c'est la langue historique du RDCL et on y tient. Mais évidemment ponctué de termes en anglais ou تفسيرات بالعربي إذا عزنا puisqu'on est trilingue. Donc le titre de cette conférence, c'est sur les répercussions fiscales liées à la fluctuation du taux de change. Que le Liban, aujourd'hui, que les Libanais sont contraints aujourd'hui de travailler dans un contexte hyperinflationniste. Et il faut trouver des solutions à ces problèmes. Le président a cité certains cas de figure, on va les aborder plus en détail. Donc le sommaire en deux mots, on va parler du contexte actuel rapidement. On va poser certaines problématiques que la plupart des entreprises rencontrent. Parler du traitement comptable selon les normes internationales de la différence de change dans un contexte hyperinflationniste. Le cas particulier du Liban, qu'est-ce qui se fait au Liban, qu'est-ce qui est accepté par le ministère des Finances, qu'est-ce qui ne l'est pas, et des cas pratiques avec des solutions. Donc on va commencer déjà par le contexte que vous connaissez tous. On a une monnaie nationale qui est indexée au dollar depuis 1997 au taux de 1507,5, qui est la moyenne entre 1500 et 1515. Le but initialement c'était de créer de stabilité monétaire propice à l'investissement et à l'entreprise. Ce qui a été le cas pendant plusieurs années, puisque le PIB du Liban
est passé, après la guerre, de 5 milliards de dollars à peu près à presque 55 milliards au plus haut avant la crise. Donc on a quand même multiplié presque par 10 notre GDP, mais aussi tous les dépôts bancaires et tout ce qui suit. Certains donc critiquent cette politique. En tout cas, on est arrivé à un point où il y a une perte de confiance parce que l'économie réelle n'a pas suivi. Il y a eu un gonflement des dépôts bancaires attirés par des taux d'intérêt élevés et c'est créé une monnaie que certains aujourd'hui appellent le dollar, qui est notre argent qui est bloqué en banque. Face à cette contrainte et au contrôle de change et contrôle de capitaux de facto qui s'est imposé suite au soulèvement populaire du 17 octobre, qui n'a fait qu'empirer la situation. Ce n'est pas le soulèvement qui a créé ce problème, mais qui a fait qu'empirer cette situation. Il y a eu une perte de confiance et les déposants ont couru aux banques. En anglais, on appelle ça un bank run, pour essayer de récupérer leurs dépôts. Sauf que cet argent n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là? Beaucoup d'économistes ont écrit des pages et des pages sur ce sujet. Ce n'est pas l'objet de notre conférence d'aujourd'hui. Mais le fait est qu'une perte de confiance dans l'économie et l'absence de fondamentaux essentiels pour soutenir une devise fait que cette devise est dévaluée. Elle est dévaluée dans un pays normal. Le taux de change est flexible, donc on le voit directement dans le taux de change du marché officiel. Sauf qu'ici, on est encore indexé au dollar sur un taux fixé par la BDL. C'est un taux qui le fixe artificiellement parce qu'aujourd'hui, sur le marché parallèle, le dollar s'est envolé. Aujourd'hui, il est entre 8 000 et 8 500, mais il avait atteint les 10 000. Donc les entreprises qui veulent travailler, et comme on est un pays essentiellement importateur, sont obligés d'aller chercher ce dollar dans les marchés parallèles. Ce qu'on appelle le fresh dollar, par opposition au dollar qui est bloqué en banque. Le problème, c'est que pour avoir ces devises, il va falloir sortir de l'argent de nos comptes bancaires. Donc on ne peut sortir que du Libanais puisque les banques ne donnent plus de dollars, banknotes. Aller les échanger au marché parallèle sans aucun reçu puisque c'est un marché non officiel et aller les comptabiliser dans nos comptes. C'est là où se pose la problématique des entreprises. Donc on va aborder plusieurs cas de figure avec des exemples, notamment comment enregistrer une facture d'achat qui est en dollars dans mes comptes, alors que je l'ai payé en libanais au taux officieux de 8000 livres par exemple le dollar. Comment facturer du coup les produits que j'ai achetés, dans quelle devise, et qu'en est-il de la TVA, parce que aussi j'ai la problématique de la TVA sur la facture. Nous allons aussi parler de l'enregistrement de ces produits achetés dans notre stock. Comment les enregistrer et quelle est la règle à suivre comptablement. Nous allons aussi aborder brièvement les salaires des employés et s'ils sont payés en dollars ou s'ils sont payés en livres libanaises, comment c'est traité. Et finalement, comment présenter les états financiers dans un contexte hyperinflationniste. Est-ce qu'on peut hausser la voix pour la transmission? Oui, comme ça le micro ne fait rien. Soit on utilise le micro. Ok. Parce que c'est un peu bas. Allô? Vous m'entendez? Allô? Il faut l'allumer peut-être. Je vais essayer de hausser ma voix en tout cas. Très bien. Donc on va commencer par parler déjà du traitement comptable de la différence de change dans un contexte hyperinflationniste. Il y a deux normes internationales qui abordent le sujet. Il y a la norme IAS. IAS stands for International Accounting Standard. Donc IAS 21 et IAS 29. L'IAS 21, il parle de l'effet de change in foreign exchange rate. Ça veut dire donc la différence de change dans les transactions en devises.
Et l'IAS 29 parle donc du Financial Reporting in Hyperinflationary Economies, donc dans les contextes hyperinflationnistes. On va commencer par l'IAS 21. L'IAS 21, donc selon l'IAS 21, les états financiers d'une entité doivent être établis dans sa monnaie fonctionnelle, qui est la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel elle opère. Donc au Liban, par exemple, c'est la livre libanaise. À chaque date de clôture, les éléments monétaires. Alors on va distinguer éléments monétaires d'éléments non monétaires. Les éléments monétaires sont les créances et dettes d'exploitation, par exemple, en monnaie étrangère, doivent être convertis en utilisant le cours de clôture de la devise au moment de la clôture des comptes. En revanche, les éléments non monétaires, donc par exemple les immobilisations ou le stock, en monnaie étrangère, sont évalués au coût historique qui doit être converti en utilisant le cours de change à la date de la transaction. Je vous explique. Pour faire simple, j'ai acheté un produit. À la date donnée où je l'ai acheté, il y avait un taux de change. Je suis obligé de comptabiliser ce produit au taux de change à cette date. On va sortir un peu de l'exemple dollar, on va parler euro. Si aujourd'hui j'achète des marchandises d'Allemagne ou d'Italie à 1000 euros et que l'euro au taux officiel, au taux de change du jour était de 1,14 aujourd'hui, la valeur de ces biens que j'ai achetés, disons, en dollars, c'est 1140 $. À la clôture, je ne change plus ce taux. Ce taux est fixé. Donc il peut bien être à 1,30, 1,30. Je ne revalorise pas mon stock à 1300 $. Il reste à 1140 $, ce que j'ai acheté à cette date donnée. En revanche, je dois de l'argent au fournisseur, donc toujours ces 1000 euros que je ne lui ai pas payés. À la date de la transaction, c'était 1140 $. À la date de clôture, je lui dois désormais 1300 $. D'accord? La différence de change, 160 $, elle va en compte de résultat. Donc c'est une perte, parce que je lui dois plus. L'euro a augmenté. Donc c'est ce que dit cette norme. Et cette norme est appliquée partout dans le monde, notamment au Liban. C'est ce qu'on applique. C'est le principe de différence de change à la clôture. J'ai parlé brièvement de cette norme parce qu'elle parle d'autre chose. Elle parle de reporting et comment les sociétés mères qui consolident notamment ou récupèrent les comptes de ces filiales en devises, les convertit. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, j'ai parlé uniquement de cette règle pour que vous compreniez comment on va le traiter par la suite dans la situation libanaise. Par rapport à la norme IAS 29. Donc là, on parle d'un contexte hyperinflationniste. Et je vais vous lire ce que la norme dit, et vous allez être étonnés que c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. La norme considère qu'il y a certains critères pour considérer un pays dans une situation hyperinflationniste, et ça comprend notamment, c'est pas limité à ça, que la population en général préfère conserver sa richesse en actifs non monétaires ou en une monnaie étrangère relativement stable. Les montants détenus en monnaie locale sont immédiatement investis pour maintenir le pouvoir d'achat. Donc, juste pour vous la faire simple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent de sortir leur argent de la banque pour aller acheter de l'immobilier. Donc c'est exactement ce qu'on dit là. C'est un actif non monétaire, l'immobilier, comme je vous l'ai indiqué. Ou détenir son argent en une monnaie étrangère relativement stable. On vend notre livre libanaise pour avoir des dollars parce qu'on ne sait pas où va aller le taux de la livre libanaise. Et on préfère l'acheter aujourd'hui parce qu'on se dit demain il va être encore plus cher le dollar. Donc c'est exactement notre cas de figure au Liban. Autre critère, la population en général apprécie les montants monétaires, non pas dans la monnaie locale, mais dans la monnaie étrangère relativement stable. Les prix peuvent être exprimés dans cette monnaie. On a déjà eu le cas de figure au Liban à la fin des années 80, début des années 90, où il y a eu une forte dévaluation de la livre libanaise. Et depuis, on a le réflexe de réfléchir en dollars. Donc c'est exactement ce que dit ce critère. On préfère fixer nos prix dans une monnaie stable pour pouvoir travailler. Sinon, on est perdu. Parce que la livre libanaise, par exemple, est en train de fluctuer, donc on ne sait pas à quel taux mettre le prix.
Les ventes et les achats à crédit sont conclus à des prix qui tiennent compte de la perte du pouvoir d'achat attendue durant la durée du crédit, même si cette période est courte. Là, typiquement, on a eu le cas de figure et le ministère de l'économie est intervenu pour arrêter ce genre de pratiques faites par les commerçants. Je vous vends aujourd'hui un produit, je sais que le dollar va augmenter, je le price à, je vais dire n'importe quoi, 20 000 livres, parce qu'il va atteindre 20 000 livres. Et quand je vais devoir le racheter, donc le prix de substitution va être pour moi à 20 000 livres. Ceci est une pratique assez courante qui a fait de l'inflation aujourd'hui au Liban, au-delà de ce que c'est normalement le cas. Donc il y a eu beaucoup de commerçants qui ont abusé de cette pratique. Le ministère de l'économie est intervenu auprès de certains, il a mis certains en prison, etc. Ça, c'est un autre débat de savoir, dans une économie libérale, si le ministère de l'économie doit intervenir et aller arrêter les gens. Mais une chose est certaine, c'est que l'économie de marché va se réguler. Si quelqu'un est en train de mettre un excès dans son prix, il va être exclu du marché de facto, puisque les autres vont pouvoir vendre à un prix inférieur, qui est le prix du marché, alors, par rapport à quelqu'un qui est en train de surpricer. Donc on n'a pas besoin de la police du ministère de l'économie pour réguler le marché. Les taux d'intérêt, les salaires et les prix sont liés à un indice de prix. Donc très souvent aujourd'hui, cet indice de prix, bon, au Liban, il n'est pas peut-être très fiable, mais tout est indexé à ça. Et puis le critère le plus important aujourd'hui pour caractériser un pays en hyperinflation, c'est que le taux cumulé de l'inflation sur 3 ans approche ou dépasse les 100%. On est à combien, 150 maintenant? Non, alors justement, on va aborder le sujet du taux de l'inflation. Donc la norme IAS 29 requiert de retraiter les états financiers qui ont été établis selon la convention du coût historique. Donc c'est ce que je vous disais avant, le coût historique, c'est le coût au moment de la transaction. J'ai acheté un immeuble en 2015, le coût réel, il reste à sa valeur de 2015. Je ne le réévalue pas par la suite. Ce retraitement consiste à appliquer un indice général de prix de sorte que les états financiers soient exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la date de clôture. C'est le terme clé de cette norme. Donc c'est measurement unit at the closing date. Ainsi, l'ensemble des actifs et passifs non monétaires. Donc, je vais vous mettre un tableau qui vous montre les différences entre monétaire et non monétaire, doivent être corrigés de l'inflation pour refléter leur valeur réelle à la date de clôture. De même, l'état de résultat global, donc comprehensive income en anglais, est retraité pour corriger daté sur la période. Les éléments monétaires n'ont pas besoin d'être traités puisqu'ils reflètent déjà le pouvoir d'achat à la date de clôture. Juste pour que vous compreniez un peu, j'avance un peu sur la présentation, qu'est-ce qu'un actif monétaire et qu'est-ce qu'un actif non monétaire. Donc les actifs monétaires sont par exemple la trésorerie, les titres de créances négociables, les créances clients et les provisions sur créances douteuses, les autres créances. Les actifs sur contrat, l'IFRS, c'est la nouvelle appellation des normes comptables internationales, International Financial Reporting Standards 15, qui parle des revenus, aussi est classifié en monétaire. Les dettes fournisseurs, les autres dettes d'exploitation, l'impôt est aussi considéré comme un passif monétaire. Les emprunts et les dettes financières, les dettes de contrats de location, les engagements de retraite et autres avantages accordés aux salariés, et les provisions pour retour. Ça, c'est lié au contrat. C'est complexe, on ne va pas l'aborder. C'est par rapport au contrat à long terme. Buyback. Quand tu vends un contrat à un client, tu as des successions de phases dans lesquelles tu dois reconnaître le revenu. Donc, tu fais des ajustements comptables pour, disons, tu as un contrat de... je ne vais pas prendre l'exemple de contrat de location, mais disons un contrat de BTP dans la construction. Tu as différentes phases à faire. Si on t'a payé un surplus à une période donnée, tu fais un ajustement, ou si tu constates une perte dans le revenu, tu prends une provision. C'est pas beaucoup, ça. C'est important. Oui, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, j'essaie d'être simple dans les explications pour que tout le monde comprenne. Le monétaire, c'est ce qui circule. C'est un peu l'actif circulant. Le non monétaire, c'est le haut de bilan, auquel, évidemment, il faut rajouter le stock. Donc, on a les avances accordées, les stocks, les titres de participation, les investissements, les immobilisations corporelles, incorporelles,
les capitaux propres, bien sûr, au passif, les produits constatés d'avance. Je reviens sur la norme. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre une chose dans cette norme, c'est que ceux qui ont établi cette norme ont essayé de faire une méthodologie simplifiée pour que ça s'applique sur la plupart des pays dans une situation hyperinflationniste. On prend un indice, et cet indice, on l'applique sur notre bilan, essentiellement, mais aussi sur certaines transactions du compte de résultat, pour refléter l'impact de l'inflation. Quand on lit un rapport des états financiers, on ne peut pas les lire tels quels dans une situation hyperinflationniste, parce qu'entre la date où la transaction s'est faite et la date de clôture, l'impact inflationniste a beaucoup changé de choses dans le bilan. Donc, tous ces ajustements passent par le compte de résultat, dans une ligne qui s'appelle en anglais « Gain or loss on the net monetary position ». Donc en français, gain ou perte sur situation monétaire nette. Je vais aborder l'exemple de l'Argentine pour mieux illustrer cette norme. Aujourd'hui, on sait tous qu'on n'est pas le seul pays qui s'est retrouvé dans cette situation hyperinflationniste où la monnaie a été dévaluée suite à des politiques monétaires contestées. Donc, on a l'Argentine qui est un exemple où cette norme a été appliquée. Et elle a été appliquée à partir de 2018 sur la base d'une inflation constatée à partir de 2017 et qui a continué jusqu'à 2019. L'idée dans la norme, dans l'application de la norme, quand je vous disais les 3 ans et les 100%, quelqu'un me posait la question si on a atteint les 100%. Le taux d'inflation à fin mai au Liban était de 56%. Il faudrait voir sur une période plus longue, cumuler si on dépasse les 100%. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui au Liban. Mais en Argentine, ça a été le cas. Ils ont fait sur 3 ans 120%. Non, cumulé. Ça veut dire que la première année, ils étaient à peu près 17%. Après, c'est monté à 36%. Et en 2019, ils étaient au-delà de 56%. Quand on les additionne, on arrive, je pense que c'était 27 la première année. On est plus fort, on a fait en première année. Oui, mais la norme requiert une certaine période parce que c'est quand même un travail fastidieux. Je vous donne un exemple. En Argentine, aujourd'hui, si quelqu'un vend à 1000 pesos, son chiffre d'affaires, disons son chiffre d'affaires est d'1 million de pesos, à la date de clôture, quand il doit retraiter, il prend l'indice de prix. Si l'indice de prix, donc l'unité de mesure dont on parlait, est de disons, oui, 120%, non, sur l'année, disons, il y a une inflation. Voilà, on va faire simple, on va dire 100%. Si c'était 100%, il doit multiplier par 2 son chiffre d'affaires pour le reporting. Il n'aura pas vendu pour 1 million de pesos, mais il aura vendu pour 2 millions de pesos. Donc c'est vraiment un retraitement fastidieux. Et je passe des exemples de détails comptables où on doit retraiter ligne par ligne certaines choses, et notamment les actifs non monétaires, les éléments non monétaires. Donc aujourd'hui, sur cette norme, je pense que déjà il y a beaucoup plus urgent pour le régulateur libanais à mettre en place avant d'aller sur l'application de cette norme. Mais si cette norme doit être appliquée, la première chose qui doit être faite, c'est la mise en place. D'ailleurs, j'ai avancé un peu sur la slide d'après, en tout cas elles sont liées. La mise en place par le normalisateur d'une table des indices, et que cette unité monétaire, cet indice en tout cas, soit appliqué par toutes les sociétés. On ne peut pas individuellement appliquer cette norme. Il faut que le régulateur et le normalisateur, eux, imposent l'indice qui doit être utilisé pour retraiter les comptes. C'est quoi la différence entre le ministère et le Parlement Normalisateur, c'est celui qui met les normes. Donc quand tu parles de normes, au Liban, malheureusement, on n'a pas de normalisateur en termes de normes comptables. C'est le ministère des Finances qui impose des directives fiscales. Voilà, donc aujourd'hui, moi je pense que ça devrait être déjà du ressort du gouvernement en tant que tel et de la responsabilité du ministère des Finances d'établir un indice de prix et de donner des normes que les sociétés devraient suivre. Déjà, le taux d'inflation, le 56%, tout le monde est d'accord dessus.
Bah, je t'ai dit, c'est très discutable aujourd'hui. Tu n'as pas d'indice fiable aujourd'hui au Liban. C'est une des raisons pour laquelle je trouve que la norme est difficilement applicable dans l'état actuel des choses. Est-ce que le ministère de l'économie il a un site où il met son indice En général, c'est des Oui, instituts en de France. recherche en France, pas au Liban. Oui. Aujourd'hui, c'est des instituts de finance ou des cellules économiques de moi, j'ai trouvé le chiffre de 56% en mai dans une étude de Banque BMO. BMO a fait ça. Mais Biblos l'indique aussi dans son étude. Banque Audi en met une. Donc, non. Depuis mai, tout a changé. Aussi, mais bon, on n'a peut-être pas encore les statistiques de juin parce que c'est encore tôt, on est début juillet. On travaille dessus seulement. En contrôlant Wilco, le poulet. Parce que ça fait partie aussi. Si on nous laisse. Donc, en tout cas, dans cet état des choses, aujourd'hui, c'est très difficile d'appliquer cette norme, mais je pense qu'on devrait y arriver pour simplifier la vie aussi des entreprises et leur donner une façon de pouvoir lire leurs états financiers. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Quel est le traitement fiscal de la différence de change au Liban? Le ministère des Finances, lui, on a l'impression qu'il est en Suisse. Parce que l'intérêt aujourd'hui du ministère des Finances, c'est de sortir des directives sur certaines choses qui sont très secondaires. Hier, ils ont sorti une directive, par exemple, sur comment traiter l'impôt, la différence d'impôt payée sur les revenus des valeurs mobilières de placement à l'étranger. Je ne pense pas que c'est le souci essentiel des entreprises libanaises. Mais par rapport à la différence de change, aucune directive, aucune décision. Donc pour l'instant, ils sont en train de refuser cette différence de change. Il n'y a pas eu encore de clôture de compte officielle de l'année 2020 pour voir comment ils vont contrôler. Mais de ce qu'on a su du ministère des Finances, ils refusent de reconnaître cette différence de change tant qu'elle n'est pas justifiée par un reçu ou par quelque chose d'officiel. Et malheureusement, négative, oui. Oui, logiquement, la positive devrait suivre dans la même logique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une entreprise est obligée d'aller acheter au marché parallèle des dollars. Souvent, c'est à Mobilette qu'on lui livre des dollars, donc il n'y a sûrement pas de reçu. Ce n'est pas des changeurs agréés. Donc, ces dollars se retrouvent dans la comptabilité à un prix de marché, disons aujourd'hui, de 8000 livres. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti des dollars, soi-disant, au taux officiel de 1507,5 et on a converti en livres libanaises. Ces livres libanaises nous ont ramené moins de dollars. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on va aborder certains exemples et cas pratiques. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui se fait facturer par son fournisseur pour l'achat de marchandises essentiellement importées 1000 dollars. Et ce client est obligé d'aller acheter les dollars au marché parallèle. Donc il a sorti de sa trésorerie l'équivalent de 8 millions de livres libanaises. Il a été acheter les dollars et il a payé à son fournisseur. Je suis en train de parler hors taxe pour l'instant, hors TVA et au taux simplifié de 1500 pour l'exemple. Sur la facture de ce fournisseur figure donc le montant pour l'achat des marchandises, 1000 dollars en dollars. TVA, 11%, 110 dollars. Contre-valeur livre libanaise, 165 000 livres libanaises. Il est obligé, c'est le taux officiel. Concrètement, son client lui a payé 8 millions 880 000 livres libanaises. Théoriquement, il y avait 880 000 de TVA. Lui, tout ce qu'il a déclaré à l'État, c'est 165 000. Donc cette différence de 715 000, c'est une TVA que l'État n'a pas perçue. Parce que ce fournisseur, lui, a mis cette différence en différence de change. Le client l'a mise positive. Le client l'a mise en différence de change négative. Et le haut de ce compte de résultat, donc entre vente et achat, la marge brute, est faite sur la base de 1507,5 ou 1500 pour faire simple. En fin d'année, on va se retrouver avec quoi? Avec une petite marge, parce que ça ne reflète pas effectivement l'activité qui s'est produite, et un énorme montant de différence de change, selon si on est acheteur ou vendeur, mais en tout cas en général c'est plutôt négatif parce qu'on est un pays importateur et que la plupart des entreprises achètent plutôt que vendent en devises. Et très souvent vendent en livres libanaises.
Donc on a un problème déjà avec la TVA, on a un problème avec le ministère des Finances puisqu'on a une différence de change qu'on ne peut pas justifier, et on a une différence à la lecture de nos comptes parce que la marge brute ne veut plus rien dire. Je pense que c'est la situation et le cas de tout le monde ici. Donc quelle est la solution? Ce qu'on préconise, attention, on n'est pas en train de légiférer, on essaye de donner des solutions aux entreprises en attendant que le ministère des Finances se réveille ou revienne de Suisse. Qu'est-ce qu'on propose? On dit qu'aujourd'hui, l'idéal, c'est de traiter en livre libanaise, que ce soit le fournisseur ou le client. Parce que le consommateur final, on est en train de lui facturer en livre libanaise. C'est imposé par le ministère de l'économie. Vous allez aujourd'hui au supermarché, les prix sont en livre libanaise, ils sont obligés. Sinon, ils se prennent une amende. Si on remonte progressivement à son fournisseur en gros et puis à l'importateur, à chaque étape, si on impose la livre libanaise, tout est réglé. Pourquoi? Pas pour des raisons de simplicité uniquement. Aujourd'hui, toutes les transactions se font en cash. Très peu de crédits sont faits. Ça veut dire que les fournisseurs, même le supermarché, est en train de payer presque comptant ses fournisseurs. Parce que le taux de change est en train de changer et que les fournisseurs ne donnent plus de crédit. Profitons de cette situation, facturons en livre libanaise puisqu'on est en train de les encaisser immédiatement. On est en train de fixer un taux de change donné. Dans notre comptabilité, on est en train de refléter ce taux de change dans nos revenus et dans notre coût. Notre marge brute reflète effectivement ce qui s'est passé, la réalité de la transaction à la date donnée. Comme je vous avais dit précédemment quand je parlais de la norme IAS 21, les éléments monétaires, donc là, le compte de résultat, les achats, les ventes, c'est des éléments monétaires, s'ajustent automatiquement au cours du marché. Donc en prenant la livre libanaise au taux donné, on s'est ajusté au cours du marché. On n'a même plus à retraiter les comptes de façon sur la norme IAS 29 hyperinflationniste parce qu'on a déjà pris en compte la valeur de notre transaction directement dans la monnaie locale. Par ailleurs, au niveau de la TVA, I am on the safe side. J'ai facturé en libanais, j'ai pris la TVA effective que j'ai encaissée du client. Et je n'ai pas de risque avec le contrôleur de la TVA ultérieurement. Donc ça, c'est un peu la recommandation. Maintenant, comment enregistrer éventuellement si l'opération d'achat s'est faite en dollars? Ça veut dire que le fournisseur n'a pas voulu changer sa facture, il l'a faite en dollars. À ce moment-là, moi, je lui ai payé en libanais. Je considère que je lui ai payé en libanais comme si j'achetais, exemple, des euros au taux du jour. Je ne mets plus dans mon système comptable 1507,5, mais je considère que le taux du jour que j'ai payé était de 8000 livres, par exemple. On n'a pas le droit de faire. Alors, on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. On n'a pas le droit déjà de faire ce qu'on est en train de faire, en mettre la différence de change, de cumuler de la différence de change. Mais risque pour risque, au moins, dans cette façon, on a isolé la différence de change et on l'a justifié vis-à-vis d'un contrôleur fiscal. Parce que le jour où il va me contrôler, je vais lui dire voilà, ce jour-là, le taux de change était de temps. Moi, ça m'a coûté effectivement ça. J'ai subi une perte liée à mon achat, due au change, à la fluctuation de change de ce montant-là. Et là, je voulais préciser. Dans quelle mesure le ministère des Finances accepte? On ne sait pas. On ne sait pas encore. On sait Fouad, pas le encore. problème, on est aujourd'hui en train d'essayer de trouver sait des pas. solutions pour deux problématiques. J'ai la première problématique, c'est de donner la réalité de la transaction à mes actionnaires. Refléter la réalité. Après, je pense au fisc. Le fisc, c'est en deuxième partie. Moi, mes actionnaires veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année. Et tu vas avoir un résultat déficitaire. Ça, c'est interne. Le résultat, le bottom line, c'est le même. Attention, moi, ce que j'essaie de vous Ça, dire, c'est interne des actionnaires. Mais sur le plan gouvernemental et Maman, fiscal, mais justement, je précise, le bottom line est le même. La différence de change, elle est là. Au lieu de la placer dans un élément financier, différence de change, l'idée c'est de le placer au niveau de là où il devrait être, à la vente et à l'achat. Je l'ai isolé, je l'ai bien identifié, avec une transaction donnée à une date donnée. Le contrôleur du fisc peut venir me dire, à cette date, pourquoi ce taux? Les taux officieux aujourd'hui sont répertoriés, et même par les contrôleurs du fisc. Imaginez-vous qu'ils sont en train de noter les taux de change du marché parallèle
Parce que le jour où ils vont contrôler, probablement, ils vont devoir utiliser ces taux. Et il faut le séparer dans une ligne, aussi, recommandation, de le séparer dans une ligne qu'on pourrait appeler frais liés à l'achat de marchandises, qui soit différent du coût d'achat tel que sur la facture, Frais additionnels. pour, notamment pour toi, par exemple, là, qui traite avec les douanes, pour que les douanes puissent matcher le prix, parce que au passage en douane, il est à 1500 ton produit. Donc j'ai montré aux douanes que mon produit est bien là, et que la différence de change que j'ai eue est sur une ligne séparée. Après, ma discussion est avec le ministère des Finances. Et notre but en tant que RDCL, c'est de faire un lobbying avec le ministère des Finances pour qu'il accepte cette pratique. Parce que c'est une pratique transparente qui permet aux entreprises de pouvoir fonctionner au mieux et aux actionnaires de pouvoir lire leurs comptes correctement. Qu'en Qui est-il va de la faire ce TVA? lobby? La TVA, je suis en règle. Les ventes sera réelles. Qui Ah, peut TV. faire ce lobby? Non, Non, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Laissez-moi juste continuer parce que... Sauf que, pardon, excuse-moi Nadim, mais pour avoir un lobbying, il faut qu'il y ait une bouche et une Des oreille. oreilles. Si l'oreille est quelqu'un qui est sourd, ça ne sert à rien. Mais on fera quand même le lobbying. On a déjà pris des démarches avec certains politiciens pour pouvoir faire, notamment avec le président de la commission des finances et du budget, pour faire des réunions avec le ministère des Finances sur ce sujet. On a ce sujet qui est essentiel pour toutes les sociétés et le sujet de la TVA, le fait générateur de la TVA, que beaucoup de commerçants demandent à transférer à la date de l'encaissement et non pas de la facturation. Et notamment pour les importateurs, pas à l'arrivée des biens, mais avec un décalage de 6 mois qui permet aux entreprises de vendre le bien, de récupérer l'argent et de non pas avancer l'argent à l'État. Chose que même maintenant, ils ne font plus parce que les gens, la plupart des sociétés ont des problèmes de trésorerie et donc n'ont même pas de quoi payer la TVA. Donc, au lieu que le ministère des Finances prenne les devants et sorte des régulations qui puissent aider les entreprises, on est en train de faire le lobbying pour les réveiller et leur dire aider les entreprises qui sont dans le désarroi. Autre question que beaucoup se posent, comment enregistrer ces biens achetés dans mon stock? Si on reste sur la continuité de l'exemple précédent, du moment que j'ai acheté ces produits au prix du jour au taux officieux, moi j'ai fixé ce produit à un prix donné qui, avec le reste de mon stock, qui sera différencié du reste de mon stock par le cours de la livre libanaise. Je m'explique. Si j'ai acheté avant la crise un bien, le même bien, à 1000 $, qui était donc l'équivalent 1,5 million de livres libanaises, aujourd'hui j'achète le même bien à 1000 $ au taux parallèle, il me coûte 8 millions de livres libanaises. Donc j'ai deux produits similaires, l'un avec un coût de 1,5 million et l'autre avec un coût de 8 millions. Si je les fais rentrer en dollars dans ma comptabilité à 1500 livres, j'ai tout faussé. Parce qu'effectivement, il m'a coûté plus que 1500. Donc dans mon pricing et dans mon coût des ventes, ça va aussi me fausser mes calculs. Donc c'est pour ça qu'on préconise de le faire rentrer au cours du jour payé. Donc changer le taux de change quand j'enregistre l'achat. Pour qu'une fois que je vais appliquer ce que la règle commune de comptabilité demande pour évaluer mon stock, le coût unitaire moyen pondéré, le CUMP ou le Weighted Average Cost, j'ai pris mon produit qui était à 1,5 million et mon produit à 8 millions. Quand je les additionne, disons, j'ai acheté que 2 produits, j'ai la moyenne des deux. Donc dans mon compte de résultat, le coût de mes ventes est déjà plus logique. Vis-à-vis du ministère de l'économie, cette pratique est acceptée, puisque quand ils ont contrôlé les entreprises, ils ont refusé l'autre principe que les entreprises appliquent, qui est normalement interdit maintenant au niveau fiscal, c'était le LIFO, Last In, First Out. Ils appliquaient... On applique le... Voilà, exactement. Et ça a été refusé par le ministère de l'économie, qui est refusé aussi par le ministère des Finances. Donc, restons sur le coût moyen unitaire pondéré, parce que sur l'année, on est en train de lisser, en tout cas, l'effet de la fluctuation du change. Et ça reste quand même une pratique acceptable par les différents ministères. Sachant que ce n'est pas encore réglé avec le ministère des Finances. Parce qu'on ne peut pas régler une situation quand il y a un marché parallèle.
C'est déjà un marché qui n'existe pas dans le lexique. Mais ça, c'est mieux. Ça, au moins, ça reflète la réalité économique. Et déjà, Nadine essaie de nous donner des solutions pour répondre aussi à la... Voilà, mais pour aussi la situation des actionnaires. Ils vont dans leur boîte. C'est pas normal de ne pas mettre un prix unitaire, c'est juste. Maintenant, on va parler des salariés. Alors, Nadim Alassane, si tu descends à la chaîne, dans la chaîne, tu as l'importateur. tu peux laisser ça juste après, parce qu'après, il en reste 2 slides, on fait questions-réponses. Pour les salaires des employés, déjà, il y a un sujet qui sort un peu de la fluctuation du taux de change. Beaucoup de sociétés ont payé des demi-salaires ou 75% de salaire pendant la crise, notamment pendant la période de lockdown de Corona. Ces entreprises-là étaient aussi perdues. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles déclarent? Qu'est-ce qu'elles déclarent au ministère des Finances? Qu'est-ce qu'elles déclarent à la Sécurité sociale? Ce qui est préconisé, c'est que, de nouveau, toujours refléter la réalité économique. Je déconseille de déclarer aux différents ministères ou d'enregistrer du moins dans la comptabilité un salaire plein alors qu'il n'est pas payé totalement ou qu'il ne sera jamais rattrapé ou payé totalement. On a payé un demi-salaire, on enregistre un demi-salaire dans la comptabilité. Vis-à-vis du ministère des Finances, on n'a pas de souci parce que le ministère des Finances considère que ce qui est payé à l'employé, on applique la taxe sur salaire. Reste la sécurité sociale. La sécurité sociale, et récemment ils ont encore rappelé l'article 73, qui dit que quel que soit le montant payé, même si on fait des réductions sur les salaires, il faut payer les cotisations sur le montant plein de salaire, notamment pour préserver l'indemnité de fin de service de l'employé. Ce que la CNSS n'a pas compris, c'est que à force de demander des cotisations pleines, ils risquent de ne plus avoir de cotisations parce que les employés vont être virés. Donc, au lieu de s'adapter à la situation des entreprises, ils s'entêtent dans leurs directives. Et de nouveau, on a essayé de faire beaucoup de lobbying avec le RDCL, de réveiller un peu les politiciens, même au niveau du ministère et du gouvernement, pour qu'ils puissent adapter ces règles à la situation actuelle. Et tout en préservant l'indemnité de fin de service des employés. Cela ne remettrait pas en cause l'indemnité de fin de service des employés. Donc là, ce qu'on recommande, donc si vous payez moitié salaire, vous payez les taxes sur salaire, sur ce salaire effectif payé, les cotisations de la CNSS, pour ne pas être en infraction avec la CNSS, payez-les sur le salaire plein, mais en comptabilité, le salaire sera tel qu'il a été payé. Donc il y aura juste une différence entre le montant mentionné dans la déclaration de la sécurité sociale et le montant effectif dans la comptabilité. Mais comme on paye plus de cotisations sociales finalement, ça ne pose pas de problème à la sécurité sociale. Je reviens sur le cas du dollar et de la livre libanaise. Certaines entreprises aussi, pour rattraper la perte du pouvoir d'achat de leurs employés, essayent de payer les salaires en dollars. L'employé, à condition qu'il ait un compte en dollars, parce que malheureusement les banques ne sont pas en train d'accepter d'ouvrir des comptes en dollars à de petits épargnants. Si jamais il a un compte en dollars, il peut bénéficier de ce taux subventionné du dollar accordé par la BDL à travers les banques de 3 900 livres actuellement. Donc, des sociétés qui le peuvent sont en train de payer tout le salaire en dollars, l'OLAR. D'autres sont en train de payer une partie en dollars et une partie en livres libanaises. Là, par rapport au taux de change, on n'a pas vraiment de problème comptable puisqu'on va considérer que le dollar ou l'OLAR payé est à 1500, donc on va l'enregistrer. Il n'y a pas de différence dans les salaires des employés. Parce que la différence dans le taux, c'est le salarié qui va en bénéficier sur son compte personnel et non pas l'entreprise. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Dernier point avant d'aborder les questions. C'est comment présenter les états financiers dans un environnement hyperinflationniste. Je l'ai déjà abordé en parlant avant de la problématique de la mise en application de la norme IAS 29. Mais en l'absence de directive officielle du régulateur, que ce soit le gouvernement ou la BDL, aujourd'hui c'est très difficile d'appliquer cette norme. Donc l'idéal c'est de comptabiliser les transactions monétaires en livres libanaises, comme je vous l'ai dit, au taux constaté du marché, pour se rapprocher au maximum
de la réalité économique et d'attendre que le ministère des Finances nous donne des directives quant au retraitement des bilans. Parce qu'effectivement, les bilans peuvent être affectés par cette inflation. Mais tout est à relativiser. Aujourd'hui, un immeuble qu'on a acheté n'a pas forcément perdu de sa valeur à cause de l'inflation. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans des situations hyper inflationnistes, les pricing, là-bas. Non, c'est pas le micro. Non, monsieur. Donc- Allô. Halogène. Ok. Tardif. Faire tardif. Ça doit être le ministère des Finances qui est intervenu à travers. Donc, en attendant de retraiter le bilan, je parlais justement des immobilisations. Aujourd'hui, les immobilisations, dans un contexte inflationniste, n'ont pas forcément perdu leur valeur. C'est des valeurs de refuge. Comme je vous l'avais indiqué précédemment dans les critères de l'IAS 29, les personnes préfèrent, regardez, la population en général préfère conserver sa richesse en actifs non monétaires pour garder sa valeur. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut déprécier un immeuble ou l'apprécier? Moi, je dirais plutôt l'apprécier s'il est en livre libanaise. Parce qu'il devrait avoir plus de valeur en livre libanaise pour compenser sa valeur due à l'inflation. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les normes et sur les solutions proposées. Merci Nadim. On va Et ouvrir le chapitre questions-réponses s'il y a des questions et si peut-être il y aurait des réponses. Oui. بالنسبه للصغير بخصوص القضاء الاجتماعي نعم. اللي عم تقوله مضبوط كمان بس انه اذا صرحت لعلما انت كنت عم تصرح قبل ما يقبلوا بالتصريح بس لما خرجت عن الموضوع صار في خبره 75 رجع طلع قانون من مجلس النواب طلع بال 77 ليعالج هيدي الفتره ويمكن فينا نشتغل عليها. الوزيرة عم تشتغل على نرجع على هذا نصح الاستاذ كريم ظاهر بس الوزير بس بتعرف بس بدك تحكي لحدا لازم يكون عنده دليل ويفهم بس في سابقا لا بدك سابقا بس بدك مين يفهم يا استاذ بدك مين يسمع ويفهم مفروض هلا ناطرين السربريز ليك نحن عملنا شغل كلوبيين وكخبراء. استاذ ظاهر موجود هون عم بقول لك اياه. اشتغلنا وحضرنا كل شيء، هلا لازم تتاخذ القرارات وتصوت على اللبنانيين ويكون في جرأة باخذ المبادرة. اذا عندهم وقت. اذا عندهم وقت. لانه هن بألف خير. لا عم نزرع بندورة على البلكون اهم ما تنسى ما تضيع. مراد كان عندك سؤال. L'importateur il importe avec des dollars. Il importe avec des dollars fraîches. Il a vendu au premier distributeur dollars fraîches. Celui-là, il a comptabilisé en dollars, mais il a vendu en livres libanaises. Là, tu as des différences énormes ici. Oui, mais c'est là où je recommande d'enregistrer au cours du livre. Sa vente, pour ça. L'importateur qui vend en dollars doit l'enregistrer en livre libanaise au cours du jour. Ses comptes sont en livre libanaise. Pourquoi l'importateur va changer? Il est en train d'amener des dollars, il est en train de payer des dollars. Il n'a pas de problème de change. Si, il a un problème de change. Non, toi tu me payes en fraîche et moi je me paye mes fournisseurs en fraîche. Je n'ai pas de problème. Dans ma comptabilité, je n'ai pas de problème. Sauf que la comptabilité est faite en livres libanais. Oui, mais autour de 1515, moi je n'ai pas de problème. Vous n'avez pas le problème. Le premier n'a pas de problème de taux de différence de change. C'est le deuxième qui a le problème. Si tu remontes la chaîne, il y a une... Le tout premier qui importe, effectivement, Oui. s'il n'est pas en contact direct avec le marché Voilà. local. Quel est le taux du jour qui est à prendre en considération? Selon quelle source? 1500, هذا المشكل 3100, فوق 8000, combien? هذا Dans المشكل la transaction qui vient de dire. ici ils s'en foutent parce que c'est fraîche Non, c'est le 1500 deuxième qui va avoir un problème. اول وحده ما عنده مشكل الثاني اللي اشترى دولار عم يبيع باللبنان. Je vais te donner un autre exemple. Dans arrête chez voilà nous, بس الحق فوق le premier cas il vend et il achète en dollars fraîches
هذا il te continue maintenant. Il décline après. Oui, c'est ça le problème. Le deuxième, il achète en fraîche, mais il le vend en livre libanais avec des profits énormes. Voilà, c'est là où tu as un problème. Non, il a fait des profits, une perte de change en fait. Là, une perte de change. Là, le problème chez nous. Nous, on a 3 types de ventes. Donc, tu amènes, tu importes, tu dois payer en fraîche. Dollar, je n'ai pas de problème. Il y a des services, je te facture en dollars, tu veux payer en livre libanais, je te facture, tu payes à 3 900, donc j'ai un profit de change. Il y a des services qu'on fait au Liban, local services, je te facture en dollars, mais tu as le droit de me payer à 1510. C'est là où tu as la salade. Tout à fait. Et c'est le cas notamment des importateurs ou en tout cas des commerçants qui ont des taux subventionnés. Et aujourd'hui, il y a plusieurs taux subventionnés. Il y a le taux subventionné pour le fuel, il y a le taux subventionné pour le panier alimentaire, etc. Et même dans la lecture de leur bilan, ces entreprises-là ont un Donc, problème. subventionné, subventionné. Ben, tout à fait, mais non. À quel taux je dois lire mon bilan? C'est vraiment des problématiques que les entreprises. Tu achètes dollars et tu achètes dollars. Pratiquement, ton dollar, officiellement sur le marché, vaut 30% de son dollar. Comment tu vas faire? Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Mais ça, c'est quelque chose qui, légalement, ne doit pas être fait. Tu n'es pas censé acheter du dollar avec du dollar. Allez, je vais chez notre ami BD. 70% en dollars, 30% en dollars. عندي العقد الكبير داير اسمه الدولار تشتري الفريش تروح تحطهم بالبنك تعمل توب الحل الوحيد شو يا استاذ جون؟ ما حدا يقدم شيء. حلوة هيدي. سي تري بيان. هاي السنة لازم يتحول. يعني معقول 6 جاي لما يقول بده يصير شيء مع مين نازل على البلد لازم يفكر بالكوميرسون. كانك قاعد كنت معي اليوم بالهيئات ما حش شارع وحبوا اخبار في حل واحد نطلب منهم يفلوا ما في غير شيء ونرجع نتبع الشرعيه الدوليه ما فينا نقعد نتذاكى على العالم بدنا مصاري ولا مرجع شو كان الجواب؟ سكوت إذا من هلا لآخر السنة ما طلع شيء سعر عندك مصاري فريش دولار أو كاش أو عندك بشي بنك برات لبنان على أي سعر بتسعرهم؟ مجبور على 500 بس هن افكتيفمون أنت ضيت حقهم أغلى بس قد رح تطلع خسران عليهم؟ راحوا بالديفرنس دو شانج اصلا بس أنت فيك إذا اعتبر بعتهم ال 30 على 8000 أنت يعني مش كثير لوجيك. هلا هي بالمبدا انت اليوم كشركه مو المفروض تشتري دولار تتخزنيهم، مش عم تشتري ذهب. انا عندي انجاجمون مضبوط عندي بعدين حضرتك قلت بدك تروح على دونك رحت على المونيستا 100% معك 100%، بس انت اشتريتيهم تدفعي شيء فيهم بالمبدا. النهار اللي رح تدفعي هالشغله فيه les envois en livre libanais. وبالبالي اذا بقى بالبلد يعني عم تاخذها لاثنين، لتغطي حالك ولا تدفع 100%، بس النهار اللي رح تدفعي شغله تشتريها كلفة هالشغله اللي اشتريتيها هي كلفة اللي بتصير دفعتيها كأنها ستوك عندك. برافو عليك مثل ستوك. بتصير كأنها ستوك عندك. بحال انت عم تعمل مثل هادجينج، تعمل تشتري الافونس مثلا. هون مشكلتك اكبر مع وزاره الماليه، لان وزاره الماليه اذا اشتريت كثير الافونس وخزنتيهم وعملتي ديفرنس دو شانج هون ما فيك تبرري لها يعني. نحن اللي اقترحناه هون بالسوليسيون انه وقت اشتريتي واخذتي ديفرنس دو شانج حطيتيها بكلفه الشراء تبعك. يعني ديزون ا 4 تبرري لها وزاره الماليه انه انت ما عم تعمل سبيكولاسيون على عم تضطري تدفعي هالمبلغ لتشتري ما بضاعه. في شيء اسمه موين تبع الدولار هيك. انا مش نديم بلكي نرجع على الميثود دو كونفرسيون القديم دي دو كوتي ما بنعرف. كريم اللي بدك اياه شوفوا كريم مثله لا بس ممنوع. عندي سؤال واقتراح. السؤال بنفس الاطار، اذا حدا عنده ستوك بضاعه شريها قبل ما الوضع يستجد وكان شاريها بالبري لاكيزيسيون تبعه كله مع بعضه على فالور دو شانج 1500 ليره، وهلا باعوا، بس باعوا على الطريقه اللي عم نحكي فيها، قبض على اساس التو دو ديفيرونس دو شانج الموجوده وسجل
بالنسبه له حسب مبيعه مع المارج البنفيس تبعته على الآلية القديمه. الديفيرنس كيف رح يقدر يخبيها؟ التهرب ضريبي، في امكانيه بالنسبه له حتى بالبروفيل. وين حطيتها بالبروفيل؟ هيجاوبك فسر لي امبارح. هيدا السؤال كثير مهم. بقول لك ليه؟ لانه اول ما بلشت هالازمه كذا زبون بلش ضاعوا زبونين، ونحن بتعرف دائما نكتشف خبريه وقت يخبرونا اياها. صاروا يجوا يقولوا لنا عم نعمل هيك وكذا وكيف بدنا نحلها، هن همهم ديفرنس دو شونج نيجاتيف، انه كيف بدنا نحل ديفرنس دو شونج نيجاتيف. هذيك لهم وقتها سالناهم طيب هذيك الميله انت عم تبيع شو عملت فيها؟ لا اللي بعتهم سجلتهم على 1500. قلت له شو عملت بالباقي؟ ولا اخذتهم انا ساحب، انا لا انا ساحب من الشركه كثير مصاري. فكان عم ردهم يعني متاكد يلي عم بقوله انت عم تاكد. بينتج عنه يعني سؤال تفصيلي ما بدي ياخذ وقت، هو انه وقت عم تركب السعر تبع السلعه تبعيتك، السلعه فيها مال وفيها قيمه البضاعه مثل ما هي. انت عم بتفوتر المبلغ على الاجمالي، يعني عم بتزيد التسعيره تبعيتك على 100% بدل ما تزيدها على النسبه اللي مفترض تزيد عليها اللي هي قيمه السلعه. يعني هون اليوم يعني في مشكله اليوم مع التجار عم بيعملوا ارباح غير مشروعه بهالطريقه. 100%. الاقتراح يلي عندي لك هلا ما بقول جان انه ما بتقدر انت بدك تنزل اما تعمل قصير ضريبي، في امكانيه تزرقوا وزاره بأي طريقه، اعطيكم قانون اجراءات ضريبيه الي طرحوا سؤال بتلزم وزاره الماليه تجاوبكم بمده معينه من الوقت. طرحوا السؤال يلي انتم عم تطرحوه بالاليه الطرح، انا اليوم كيف بدي فوتره على اي اساس؟ وشو بعمل بالنسبه لديفيرونس دو شونج؟ كيف بدي اعتبرها؟ بتصير وزاره الماليه وتبعتهم كتيب من الكلمه بتسالوا من طلعتوا بس النقابه لا مش مكتوب من النقابه على اساس الماده 26. النقابه عم تبحث مكتوب هيك اصطلاح ما بتلزم وزاره الماليه تبعت على 26 تلزم الوزاره اول شيء تجاوبك وبتلزم الوزاره بالجواب. صار هيك سورس لك بالنسبه لك صار فيك دليل بالظاهر كان سمعتها هي جي بي ار بنشتغل عليها منيحه. اوبوزابيليتي يعني مجبوره تلتزم فيها وزاره الماليه كانه شرعوا بدون ما يكونوا شرعوا. تيوصلوا بركي على الحل اللي نحن عم نقترحه. اذا تخطوا الشهرين تطلعوا بالاعلام تقولوا نحن طرحنا سؤال لوزاره الماليه وفيكم اكثر للظروف الاستثنائيه تطلبوا تقصير المهر، يعني مش شهرين بدنا اياها الجواب تبعكم نزار الجمعه. بس اني مش مضايقين جماعه ماشي. طلع الاعلام زرقهم، طلع الاعلام افتحهم. وضعك لك بدك تتحرك انت افتحهم. فكرة ممتازة. فكرة ممتازة. بس ما بدك تساعدهم بالطريقه اللي بدك تساعدهم. لا بدنا نساعد حالنا، بدنا نساعد حالنا. نحن حل بدنا حل. طب بالاخر شو بنعمل؟ كان عندي سؤال انا مشيت في 51 جون خلينا نسمع كلنا. محل الصوت في القانون تبع الاموال المنقوله وغير منقوله 51 في ماده بتقول انه اذا كان عندك اوبليجاسيون انت بالدولار وعم تقبض بالدولار عم تدفع الانتريه بالدولار لازم تدفع ضريبتك بالدولار. في شركات عندها اوبليجاسيون ما عم تقدر تدفع الانتريه والامبو على الانتريه ما عندها مصاري دولارات لتدفعهم. ما في حل لهالموضوع هيدا، ما في جواب. حتى لو قدم واحد مكتوب انه اليوم وين بده يجيب دولارات ليدفع للماليه. بس هون الموضوع مختلف لانه القانون واضح هذا سؤال من السؤالات يعني تعديل تشريعي بده مشروع قانون اما بده اقتراح قانون يروح بصفه معجله مكرر ليحل المشكله. هون بالموضوع عم تلزم. لا هون عم تلزم. انا عم بحكي بالنسبه لانه تقدم سؤال قالوا لك ما تقدم سؤال ما في جواب. ما في لا في جواب هيك ما يقدر يجاوب. انا بدي اخبركم شوي الاجواء اليوم. اجواء اليوم مش بس اجواء هلا بعودة زورو يعني بشار الاسمر على اتحاد الامن العام رح يطلبوا بزودة معاشات. ايه بلش حديث في رح منهم يقولوها كثير بدون ما حدا يفهم شيء. في كثير عم يعطوا قد ايه عم نحكي يعني؟ مين رح يدفع؟ قد ايه فكروا بس قديش عم تطلع الزودة بس تعرفوا يعني. الحد الادنى 200% دولة معاشات قطاع عربي وقطاع خلص أنا 200%. بأكد له الحديث كله نيجاتيف لأن 90% من الشركات رح يقدموا ببناء نيجاتيف ورح يدفعوا. ما لها دخل هذه عم بتحكيها قبل هذه
200% المعاشات بدك تدفعهم 200%، ومين راح يبطل؟ اكلته كثير بعدته انكات ومين راح يستنشر رفيق يوقف ويقول انا ضد زودة المعاشات؟ راح ينزل لك الشارع تشي جيفارا، راح ينزل قوة تشي جيفارا كلها راح تكون ضدك. كيف انت بدك ولو الفقير عم بيجوع ما راح تزيد له معاشه، ورح ننسى مين عم يفقرنا حقيقة؟ هذا اللي ما بيعرف ياخذ قرارات، اللي ما بنعرف نفوت مع صندوق النقد، اللي ما بنعرف نحكي مع بعضنا، اللي ما بنعرف نحط ارقام، اللي بنعمل تعيينات كيلو براكتس. اوكي هلا الاخرى هيك سألونا بالهيئات، سألونا بس نعرف سألونا بالهيئات شو بدكم تعملوا؟ قلت لهم انا نطلب من الحكومه تفل. غير هيك شو بدي احكي عن غيرها؟ جاي عم طلع قانون هلا خراب بيوت. في عندك سؤال؟ شغله صغيره، في عندنا زبونين نحن بنفوت بالدولار. فيك تعرف عن حالك؟ اللي هي مجاوبه اي تي جي. في عندنا زبونات الفاتوره بدفع لك اياها 3 طرق. بقول لك انت مبدئيا ربحك الشرعي اذا بيكون 20% بدفع لك اياه بالدولار، الفي اي تي بدفعها باللبناني، وقيمه السلعه بدفع لك اياها على الماركت ريت. صعبه بعد هي صعبه بعد شوي. يعني اليوم في كثير من الزبونات ما بيدفعوا الفي تي غير باللبناني. هلا انت سالتك بقول لك ربحك بدفع لك اياه على الانترنت، ايه بدفعه. ربحك بدفعه على الدولار على الدولار. بس وسط القطعه ايه بدفع لك اياه على الماركت ريت. بس بدفع لك ربحك على الماركت ريت. شو عم بيقول نديم؟ نديم بيقول اي كل شيء باللبناني. ما بتزبط. فؤاد نحن ما بتزبط. فؤاد في كثير من التجار مش عم يقبلوا الا ما يفوتوا باللبناني. ما عم يقبلوا، وحتى اللوجيسيات تبعهم ما رح عنده الاستعداد يغيروا لك يفوتوا باللبناني. ما بيقدروا ما بدهم؟ ايه ما بدهم يفوتوا. فهناك انه ما عم يقبلوا الا باللبناني. لا بدهم بالدولار. نعم. واللوجيسيات تبعهم ما بيفوت الا بالدولار. بغيروا. ما بدهم يتكلفوا كثير. هيك بيقولوا لك يعني. هيدا عسل ما هيك بيقولوا. نعم. هيدي الشغله كثير رح تاثر عليهم بالتبعه. لازم تطلع ريجلومنتاسيون، ما تطلع ريجلو اكتيف. لازم نشتغل عليها، وهي اللي بنشتغل عليها هي الهيئات الاقتصاديه، هي اللي بدها تطالب، هي اللي بدها تطالب باشياء بتخصها. هيك عم بيشتغلوا بس ما يطلع شيء ريجلو اكتيف. التبعه ما تفتكر انه ما جرب يعدلوا ويطلعوا قرارات ما قدروا، بس ما بتعرف بكره شو بيقدروا يعملوا. انا بعرف انه رح يعمل شيء ضدنا. ساعتها التاجر يلي فوتها بالدولار 1507 وقبض باكثر ما رح يقدر بدفوت البيعه وما رح يقدر يستردها من زبونه. رح تشكل يعني وبطل من زبون. استاذ ذكرنا بسمع. ما يفرق معنا. استاذ نعمي معه حق، اخر شيء انت عم تدفع تي عم بيعوض. هلا انه استفاد اقل قصدك، خلص ما وقت نستفيد اقل، هذا لازم نعرف نحن ندفع اللي قابضينه. شو هيدا اللي عملوه انا بالاكزام تبعي. انا ضدك، بس هو التجار مش عم يقتنعوا بالشغل، عم ياخذوا هالريسك. عم ياخذوا ريسك. نحن ليك زايد هالندوه وعيهم على الموضوع، عم ياخذوا ريسك. بس والسؤال اللي ساله باتر ضاير محله. في تجار كمان ما لازم يعتبروا الماليه رشوه. انه شو عم بيع على 1500 وعم تشتري شغله عم تحطها انت انه شاريها ب 8000 وعم تبيعها ب 1500 ما بيصير. هي فضيحتها كثير هينه. انا كل واحد امبورتاتور الماليه رح تعرف انه هو داير فريش اوتوماتيك. الحسابات تبعيته كلها مكشوفه، ما في يكون عامل امبورتاسيون وعم ببيع لل 1500 ما بتركب 100%. ايه بس رولا معها حق قبل ما تفل، قالت لنا شو باي ريت؟ طيب يا اخي مش 1500 اي ريت؟ كل ماشي. شو يعني هدول المارشيه؟ 7 بتذكرك فرد نهار ايه؟ في 5 9 7 ونص 9 7 ونص 9 و400. شو اللي فول المارشيه، شو يعني اسم المارشيه؟ يمكن لازم لما بيقبض الواحد ب 7000 و 8000 ويكون فوتر ب 1500. اسمع مراد وقت بيكون فوتر ب 1500 بيقبض ب 7 و8 يعمل الدوسيو تبعه ويحط على الفرق تي في ا
ويمرق الديفيرنس دو شانج تبعيتها بالريفونيو تبع البنك. اضبط ساعتها بكون عم يعمل مثل بالاشياء بينزلها بالاشياء. عكس احنا عم نعمل بس احنا عم ناخذ عملتها بالاشياء فروقات بالنزيل فتح له مجال يفتش عندك. مراد بالنظام سامر نديم هلا انت مراد بالنظام فسرت نديم انت بوضوح الاوبراسيون داشا لفاتوره جايه من عند الفورنيسور بالدولار، انه بنسجلها ب 1507 بحساب مشتريات، بنحط بحساب ثاني فرق العمله بنزيد على الكلفه وبنزيد على الكلفه. هلا بالمقابل هيدي يمكن ما فتنا فيها بتفاصيل هذا الاكزامبل، انه بس تكون عم تصدر فاتورتك بالدولار كمان، ساعتها بدك تحط قيمه المبيع على 1507 بحساب المبيعات، وبحساب مستقل بدك تحط فرق العمله، بس بهيدي الحاله بدك تحط TVA على فرق العمله. بس قبل ما اجي سالوه السؤال، وحدا بسيكتور عنده تو مدعوم، يعني بالسيمون، خلينا نكون واضحين، بس يدعموا السيمون رامي نفسهم، معتبرين الدولار رامي نفسهم. سالني قال لي بالفاتوره بتحط TVA 1507 ونص، قلت له اكيد لا. الدولة عم تقول لك مدعوم ب 3900، يعني التلقى اكيد 3900. دونك على فاتورتك ما بتحط TVA بال 1005، بتحط على 3900 دون سو كان فيغور. هذا استثناء. وي بس صار في كثير قصص دون سو كان، بس كمان بغير معنى انت اليوم اذا عم تقبض من زبون مبلغ على اساس تو 9000 8000 حطيتك اليوم بدك تعمل بوث ويز، انت عم تشيل من درب TVA مبلغ كبير وعم تاخذ ريسك. شو عم بقول؟ اذا ما بدك تفكر باللبناني من قليل التجاره تبعك تدفعها على المبلغ الكامل. بس انا عم بحكي عن الاكزامبل اللي في اشياء فوت بالدولار، لانه هون اذا ما حطيت الفرق ودفعت عليه TVA واعتبرته ديفيرون دو شونج، ساعتها المارج بروت تبعيتك بتكون غلط، بتكون في عندك بالحساب المستقل تبع المشتريات قيمه عاليه، مقابلها بالمبيعات قيمه اوطى، والفرق راح ريفوني فينانسي. سو هيدا يعني عم تجبر الشركات ما عم بيتقبلوا بسهوله هالفرق اللي عم يقبضوه يعتبروه TTC. لازم يعتبروه TTC. في ديكالاج بين المارج بروت وبين الريزولتا فينانسي. سامع رح يرجعوا يكلفوه ماركرت. انا عم بحكي عن الاكزامبل اللي كنا عم نحكي بالنظام شباب ماركرت. كمان الايتمز اللي عم نشتريهم بالبلد فور اكزامبل في ديفيرونس شانج حطيناها تظبط الكوست اوف جودز تبع الايتم، بعدين حسبته على 6000، هلا صار على 10000 الريت. على اي ريت بتبيع؟ وقتها استوردت كان على 6000 حطيت الديفيرونس شانج بالاكريتور، فوتيه بالستوك تبعك. ما هون انت اللي بدعم لي كو يونيتير موين بونديري. كو يونيتير موين بونديري، يعني ويتد افريج كوست تبع الستوك تبعك، لانه انت اشتريت بعدين بجوز ما تقدر لا تشتغل. عندي نفس الستوك، عندي نفس الستوك، بس ما رجعت اشتريت شيء من 6 ل 10؟ لا حسب ما اشتريت شيء. اوكي كيف كيف انا بعتبره عم بيع ما بيع على الريبليسمنت كوست. لا ممنوع انت ريبليسمنت كوست هي اصلا يعني عم تطبق الليفو لاست ان فيرست اوت، يعني هي ممنوع، واللي اصلا وزاره الاقتصاد اجت غرمت على اساسها. لا بس هي عم بتقول بعته لانه اليوم الريت صار عالي. ايه ما ممنوع بتبيعه ب 10000 بس ما بتحط كلفته ب 10. بس to control the reporting, so the reporting is going to be very difficult to control. كمان بس انا اشتريت على 6000 ورجعت اشتريت another item at 8000 ورجعت اشتريت another item at 10000 شو اللي 14. لا هيدي المعرفة، هي بيعدلوا بعض. هي بيعدلوا بعض. different items. عندي 2000 item كيف عم نكون؟ ايتم باي ايتم باي هيك بيندرج. بس بده يفوت عندي برافو أصلي شو مدام. بدي فوت خسارة اذا بدي ساعة على 6000. لا ما لك حق حقي يعني لاست لا تقول بيا شو النسوان شو مدام انت جمعتي كلفة شراء مظبوط، صار عندك ديفرنس اوف اكسشينج بالصندوق تبعك، بالصندوق بعده انت اجتك فاتورة فبراير ما بعد. دفعتيها؟ ايه بس ما كان
قديش ولا هذا الستوك هذا لا اذا اشتريت الدولار بعد ما دفعت له وبين عليهم الدولار كلفه المشترى تبعك I agree بس انت you have already the dollars the bank notes fresh money على كل ما تشتري بتسجلي هالترانزاكشن بالصندوق تبعك النهار اللي رح تدفعي تقليهم كلهم مثل ما حكينا بالمشترك والديفرنس اوف اكسشينج تبعك بس difference of exchange it's an additional cost on your goods بتزيديه على قيمة الدفع على كلفة البضاعة. مظبوط يس بس هذه نديم توصية هي الباتم لاين ذاته بس نديم يخليك تعرف هذا لا شو طبعا هذا عم يرجع تفيد بعد في سؤالين؟ انا عندي سؤال. وي رولا يعني اللي عم يصير انت عم تأيد السوق على في معين كونتري عم تأيد المعاشات اللي عم تدفع على الدولار عم تأيدها على 1050 وبتجي البيع عم تأيده كله على 8000 على سعر السوق رح تبين حالك انت ربحان زياده من ما ما ربحت ان بليس مع كل خساره السريعه برفع ضريبه. لا بس ما وين عندك ربح زياده؟ ما انت المشترى تبعك دفعتيه على سعر السوق. الا اذا عندك نعمل الا اذا عندك ورجعت كمان سجلت مثل ما فهمت انك حتى لو اذا تدفع دولار او دولار للامبلويي بدك تحطهم على 100 سنت. مظبوط هو هذا اللي كلفك انت الدولار تبعك كلفك 1005 ما كلفك 8000 موجودين بالبنك اذا كلفين 8000 او 7000 رح ترجع تخسريهم بالديفرنس بشهر. وي انه سؤال رولا مظبوط اذا انا عم بيع ستوك تبعي انا كلفي عم سجلهم بال 1500 ستوكي عم بيعوا ب 8000 هون ربحان هي بتدفع عليها اذا بدك دافع للسبلاير ومبينهم بال 1005 كل وقت تشتريهم دولارات من السوق لتدفع له السبلاير على 7000 مع البضاعة رولا هي بتدفع عليها مشتري يعني مشتري رح اعطيك اكزامبل كونكريت كنا عم نعمل اوديت هلا انتري اول 6 اشهر بس كان شاري ستوك ليوم الستوك مدين عند البنوك ليوم اثنين وحالته بالويل لانه خسران فوايد بريمو حالته يرسل له ويقول له انا بحش اشتري ستوك بحش تخزن انه ادفع ديوناتك ومظبط وضعك المالي وعم تكلفك الديونات فوايد اليوم كل شيء تغير صار احسن حالي هو معه ستوك شاريه برخيص عم بيبيعه بالغالي عم يعمل ربح عم طلع كشف عم سكر دينه ودينه ما بقى يكلفه مصاري نزلت فوايد لا ونسيت شغله وبروح على البنك بيقول له بدي خمسة كم اكثر ما يعني معني اذا ربحتي لانه عم تسكر ديون هي رح توقف اذا حطوا حرب تقدر تسكر دينك دولار بال 1000 رح تبلش تخسر توقف انا رح يبقى شوي ريتيل بعدين ادير هذا قد ايه يعني؟ كثير قريب بس رح تبلش بالكوميرشال وبعدين الريتيل لا الريتيل ما رح نغيرها هلا بس الكوميرشال رح نغير. انا بنصح كل الناس تبلش تفكر بطريقه ذكيه انه تتسكر على السعر من البلاتفورم يعني اذا لك حق ديبو تبعك اللي بدك تسحبهم بالتراميل نفسهم رح يكون من تاني ما بدك تسكر على التراميل نفسهم هو عم يبيع هذيك $2000 اذا عندك $1,000,000 بصير يعلق بصير كله بيرجش حاله بيوصل لعزيمه الريتيل اذا صارت هيك بتعلي القطه ما في علي معك ما كل بنك عنده اليوم ديبي كريدي عم يلعبوا ما تغير دولارات اجى واحد اشترى وواحد بيع اليوم عم يقدروا يعملوها بعض جبتك دولار بدكم تعرفوا الدولار اختفى باي دولار الدولار تيرجع يا إلي بدك تطبق 3 أرقام 15 59 16 80 17 1
اذا بعد ما فهمناها رح نزرع بندوره على المزرعه. عم يساووا نفسه. خص على الصيف. هلا بدك سؤال؟ مشكلتكم ميرسي بوكو نديم. بس قلنا بروجرام لا سمين بروشين. قبل في شي سؤالات كان على اللايف؟ Non, non, il y a eu beaucoup de commentaires sur le